Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce énième webinaire de l'année. Aujourd'hui, on est accompagné d'un certain nombre d'intervenants. Donc, déjà, je tenais à vous remercier tous les quatre. Donc, on a Béatrice, on a Evelyne, on a Sybille et on a Zine. On va avoir aussi, bien sûr, enfin, ils vont se présenter en tout cas, mais ce sont donc des animateurs et surtout des personnels qui travaillent directement d'une part pour Dauphine Alumni et de l'autre côté pour l'Université de Strasbourg. Donc, je vous laisserai prendre la parole juste après pour vous présenter. La thématique d'aujourd'hui nous tenait particulièrement à cœur, surtout dans cette période qui est assez toujours aussi étonnante, on va dire. C'était vraiment en tout cas sur la notion de programme mentoring. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de se focaliser sur les typologies de mentoring qui existent. Donc là, c'est une brève introduction qu'on fera avec Julien, mais aussi et surtout d'avoir un maximum de témoignages et de réactions de votre part. Donc grâce aux interventions de Dauphine Alumni et de l'Université de Strasbourg, qui eux vont nous partager les problématiques qu'ils ont pu rencontrer, qui vont nous partager aussi les bonnes pratiques qu'ils ont pu avoir, les types de programmes qu'ils ont lancés, vers qui ils souhaitent s'adresser. En tout cas, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une sorte de table ronde. Donc, sur le chat à droite, vous avez un espace dans lequel vous pouvez vous exprimer. On va essayer de le rendre le plus interactif possible. Donc, si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à nous le dire directement au niveau du chat. Et dans ce cas-là, on vous donnera la parole. On activera aussi votre caméra et votre micro. Et ben Julien, je vais te laisser prendre la parole. En tout cas, merci encore à tout le monde et bon webinaire. Oui, ben rapidement, l'idée c'était de commencer par ce que tu viens de dire, hein, par un tour de table. Donc on va demander aux représentants et représentantes de Dauphine Alumni de se présenter. Oui, bonjour. Donc, Sybille Auboineau, je suis déléguée générale de Dauphine Alumni et ce depuis 5 ans. J'entame ma 6e année et je suis moi-même alumni de Dauphine. Dauphine Alumni, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 95 000 diplômés, voilà, et une base de contacts renseignée de 30 000 contacts. Bonjour, alors moi Béatrice Leguet, je travaille aussi pour Dauphine Alumni et en particulier en fait je m'occupe du programme mentoring depuis 2 ans. Voilà. Et donc on a avec nous l'Université de Strasbourg, donc bienvenue à vous également. Donc, bonjour, donc moi c'est Evelyne Well, je suis donc responsable de la communication et des partenariats au sein du réseau Alumni depuis maintenant presque 4 ans. Bonjour, Choufik Zine, je suis gestionnaire et responsable de la plateforme Alimforce à l'université depuis 2014. Ça fait 6 ans maintenant. Donc, avec vous, on va intervenir aujourd'hui. On va réfléchir justement sur cette table ronde sur qu'est-ce que le mentoring et justement sur les opportunités que représente l'installation d'un programme de mentoring au sein d'un réseau alumni, d'une communauté. Donc le premier point sur qu'est-ce que le mentoring. Alors on avait dédié un webinaire justement à cette question il y a quelques semaines sur l'idée de vraiment ce que ça représentait. Donc que c'était l'idée de développer un service sur la transmission de connaissances et d'expériences de mentors. On peut appeler aussi des parrains ou des coachs dans une autre mesure, à un mentoré, un tutoré, donc par la rencontre et l'échange. Donc on s'était dit dans le cadre des réseaux alumni, on pouvait facilement transposer ça avec les conseils d'un diplômé à un étudiant ou à un jeune diplômé, mais pas uniquement. On va voir qu'aujourd'hui le mentoring, c'est une notion qui s'écoute, qui peut s'entendre à plusieurs égards. Alors le mentoring, c'est des définitions et des nuances à prendre en compte. On parle de mentoring, pour certains réseaux, on va parler de parrainage, on va parler de mentorat. On a également des nuances au sein même de la notion de mentoring. Donc, on a le one-on-one mentoring qu'on peut développer. Donc là, c'est vraiment du mentorat, on va dire, de personne à personne, d'individu à individu. On a ce qu'on a identifié comme le peer mentoring, c'est le mentorat entre des membres d'un âge ou d'une expérience équivalente, des personnes qui viennent peut-être d'univers différents, mais qui ont sensiblement des points communs sur ces niveaux-là et qui peuvent échanger sur des compétences ou sur des points donnés. On a également, et on y reviendra un petit peu plus tard, à la notion de reverse mentoring ou mentorat inversé, où c'est une personne plus jeune, en tout cas moins expérimentée, qui va venir tutorer, mentorer
un autre individu, un autre membre de sa communauté. Et puis également, et là peut-être Baptiste va pouvoir nous en dire un autre mot, le virtual mentoring. Donc là, c'est sur vraiment les solutions de parrainage et mentorat en ligne qui font sens, d'autant plus en cette C'est vrai période. que sur cette partie-là, alors le mentoring est de manière globale souvent poussé et axé assez physique. C'est intéressant et c'est important que les gens puissent se rencontrer. Malheureusement, avec justement la crise sanitaire qu'on connaît tous, le virtual mentoring a vraiment pris son envol et surtout a tout son sens actuellement. Ça permet, et je pense que c'est un point très important, ça permet de continuer à garder une trace et surtout à garder un contact réel avec les différents membres de vos associations ou de vos établissements. Mais ça permet aussi tout simplement à des personnes qui pourraient complètement décrocher à s'appuyer sur un socle fort de manière virtuelle. Le côté virtuel n'est pas qu'un chat, c'est pour ça que la visio est très importante. Le fait d'intégrer la visio, c'est primordial. On ne parle pas d'un coup de main autour d'un coup de fil, on est vraiment sur quelque chose de en visio et quelque chose d'assez impliqué. Tout à fait. Donc, ce qui nous emmène aussi à la définition, voilà, après du mentoring, à celle vraiment de la question de qu'est-ce qu'un programme mentoring. Donc là, je vais laisser la main du coup à Sybille et Béatrice pour nous présenter un petit peu ça à l'échelle, ou en tout cas la définition côté Dauphine Alumni. Alors, notre programme mentoring, en fait, a démarré il y a maintenant 6 ans. On en est à la 6e édition. En fait, on avait une demande d'étudiants. En fait, en 2014, nous avons ouvert l'association Dauphine Alumni aux étudiants. Jusqu'à 2014, ça n'était qu'une association d'alumni. Ça peut paraître bizarre pour les écoles de commerce parce que pour vous, je pense que c'était dès le début de vos associations. En 2014, donc, on intègre les étudiants. Et en 2015, on a 2 étudiants qui sont venus nous voir en nous disant qu'ils aimeraient monter un programme de mentoring au sein de Dauphine Alumni, puisque les étudiants étaient très, très demandeurs de transmission de savoir de la part de leurs aînés, de la part d'alumni plus expérimentés, jeunes alumni ou alumni un peu plus capés. Et donc, on a commencé de manière assez artisanale. Je fais court, hein, mais on a commencé vraiment avec 25 binômes la première année. Et d'année en année, on a eu une demande croissante des étudiants pour arriver aujourd'hui alors, c'est pas des chiffres énormes, hein, à plus de 100 binômes, 120 binômes qui sont exclusivement alumni étudiants. Voilà, sachant qu'on lance aussi cette année un programme mentoring alumni-alumni. Je laisse peut-être Béatrice compléter. Non, en fait, ça fait 2 ans qu'en fait, on est resté à peu près sur le chiffre de 100-120 binômes, parce qu'on n'a pas cherché à développer absolument en termes en nombre, mais plutôt en qualité. Ça nous semblait important que les binômes fonctionnent bien et donc qu'on soit proche des binômes. Voilà, donc on a limité non, ça s'est fait spontanément. Voilà, on a maintenu ce chiffre de 120 binômes sur 2-3 ans. Ça permet d'avoir aussi un peu le côté exclusivité, faut que je me dépêche, il n'y a que, entre guillemets, 120 places, si je puis dire. En quelque sorte, oui. Ok. Côté Université de Strasbourg, comment en tout cas, quelles sont pour vous la définition, on va dire, d'un programme de mentoring? Comment vous l'avez mis en place? Comment ça fonctionne surtout? Alors effectivement, le réseau alumni de l'université de Strasbourg, lui qui a été monté en 2012, qui aujourd'hui a à peu près 35 000 membres, qui se répartissent bien sûr entre étudiants diplômés, mais également personnel de l'université. Il a dès le départ en fait inclus cette notion de parrainage. Alors au début avec la notion de parrainage physique, l'organisation de soirées parrainage qui ont eu 9 éditions réelles et puis qui maintenant passent en virtuel. Mais effectivement l'idée était dès le départ de lier les gens de par leur expertise. Alors ça a ramené voilà sur les dernières éditions une quarantaine de parrains qui étaient à conseiller au cours de la soirée un peu en mode speed dating une 150-200 étudiants à peu près. Donc ça c'était la version réelle. Et parce que pour nous, ce qui a toujours été l'essence même du réseau alumni, c'était la mise en relation pour créer des opportunités au sens très démocratisé du terme. Et j'y reviendrai plus tard. Mais c'est vrai qu'ensuite, cet apport, alors outre la crise, les usages numériques qui sont censés décupler les relations humaines, voilà, nous a rapidement poussé à aller vers des solutions informatiques, notamment proposées par Alumforce, mais on y reviendra.
Alors, je complète ce que vient de dire Evelyne, c'est que si le parrainage il s'inscrit en fait chez nous à l'Université de Strasbourg comme un pilier en fait du réseau alumni dès la création du réseau. Donc c'est vraiment une des principales bases qu'on a au réseau, et aussi dans l'idée en fait d'accompagner les jeunes diplômés et les étudiants actuels, et aussi que les diplômés reviennent à l'université s'ils sont à la recherche d'une compétence précise ou d'un accompagnement aussi. Donc c'est diplômé ou diplômé étudiant. Pour le programme de mentoring de Dauphine Alumni. Donc, c'est un programme que nous avons décidé d'ouvrir aux étudiants à partir de la 3e année, donc qui sont en licence, parce qu'on est parti du principe qu'en L1 et L2, première et deuxième année, les thématiques d'insertion professionnelle n'étaient peut-être pas forcément au cœur des préoccupations des étudiants. Et non seulement on l'ouvre aux étudiants à partir de L3, donc L3, Master 1, année de césure, Master 2, mais il faut également que les étudiants soient cotisants à l'association pour bénéficier de ce programme. Ok, on commence déjà à avoir des questions. Alors, Domiti, justement, je poserai la question après, mais c'est vrai que c'est une question sur la durée. Donc, je reviendrai sur ce sujet et justement, je questionnerai, on va dire, nos intervenants. Julien, je te laisse. Et oui, et en termes de questions, du coup, c'était tout le sujet de la présentation, était de savoir donc pourquoi mettre en place un système de mentoring ou un programme de mentoring sur sa plateforme. Donc, on a identifié plusieurs points. Le premier de ces points, c'est voilà, le parrainage, le mentoring. Ça peut s'inscrire comme de l'entraide et de la mise en relation. C'est le socle d'un réseau social ou d'une communauté, en tout cas. Votre réseau alumni, donc c'est avant tout un réseau social, même s'il y a une dimension très souvent professionnelle, destiné à permettre, à faciliter les mises en relation et le développement justement de ces opportunités. Donc le programme mentoring, à notre sens, va un petit peu plus loin que la simple mise à disposition d'un annuaire et d'un formulaire de contact. L'idée, c'est de permettre à des utilisateurs, à des alumni, à des diplômés, à des étudiants, d'identifier plus simplement, plus rapidement les bonnes personnes à rencontrer et dans quelle mesure le réseau peut intervenir. Donc l'idée là, c'est de donner la parole un petit peu à ceux qui travaillent sur ce sujet au quotidien. Donc du côté de l'Université Strasbourg, justement, la question c'est comment s'inscrit leur programme mentoring dans la stratégie de votre réseau? Alors effectivement, pour nous, elle est vraiment au cœur du dispositif, aujourd'hui plus que jamais. C'est vrai que, sur 2020, on a particulièrement choisi d'ancrer, la notion d'année d'entraide d'entraide professionnelle, l'année de l'entraide professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mettre en place bien sûr, des programmes de coaching pour les diplômés, aussi bon, en ce contexte tout particulier, il y a eu, voilà, plus de rendez-vous avec les recruteurs, mais vraiment au cœur du dispositif, on a choisi de mettre la notion de parrainage, notamment à travers le mois du parrainage qui est d'ailleurs, actuellement en cours sur le mois de novembre. Le mois du parrainage, ça signifie quoi? Ça signifie générer en tout cas des rendez-vous virtuels avec des personnalités inspirantes de l'université, donc plus d'une vingtaine sur ce mois-ci. C'est d'ailleurs pour ça qu'après je partirai en animer un à midi et quart. Et surtout, c'est la mise à disposition plus pérenne du service parrainage en ligne pour l'ensemble des membres. On a choisi de faire ça pour différentes raisons. Tout simplement parce que on estime que démocratiser cette notion de mise en relation, c'est aussi faire notre job quelque part et offrir cette source d'opportunités auprès de nos diplômés et de nos étudiants. C'est pas sans risque non plus parce que c'est vrai que ça ouvre largement les vannes, mais en même temps, c'est l'idée d'y aller et de pouvoir générer des opportunités, notamment auprès des publics qui n'oseraient pas forcément, qui n'auraient pas forcément ça en tête, parce que c'est vrai qu'il mine de rien, il faut quand même un peu oser y aller, quoi, hein, de se dire, OK, déjà identifier qu'on a un besoin d'être parrainé ou d'être en capacité de parrainer. Et ensuite, voilà, offrir l'outil qui permet de le faire relativement simplement. Et c'est vrai que c'est pour ça que sur une échelle 2021, on vise vraiment à ce que ce service en ligne parrainage soit vraiment la pierre angulaire de l'ensemble de notre site. Est-ce que Zine, vous voulez compléter ce qu'a dit Evelyne? Ouais, donc pour le parrainage en fait à l'Université de Strasbourg cette année, en fait, ça rentre dans trois
3 points principaux. Donc le premier, c'est le coaching, comme l'a dit Evelyne, c'est qu'on a pris en fait, on a lancé un système de coaching, en fait, qu'on accompagne les jeunes diplômés dans leur première recherche d'emploi et surtout en cette période de crise. Donc le deuxième point, c'est ce que vient aussi de développer Evelyne, c'est les rendez-vous virtuels avec des alumni inspirants à l'Université de Strasbourg. Alors c'est de 20 personnes, 25 personnes en fait par rendez-vous virtuel, une petite communauté qui sera animée par un membre de nos services aussi. Et le troisième point, c'est le service en ligne pour les personnes qui n'arrivent pas en fait à dégager un peu de temps pour s'inscrire dans les rendez-vous virtuels ou ils n'ont pas besoin d'un accompagnement ou un coaching pour un premier job en fait, qui continuent en fait à utiliser le parrainage mais via le service en ligne. Voilà. J'ai une petite question. J'ai entendu coaching et j'ai entendu mentoring. Est-ce que vous faites une distinction entre coaching et mentoring ou pour vous c'est la même chose? Parce que en fait, on a souvent cette question. Comment vous positionnez le coaching? Est-ce que c'est finalement un mentoring très court? Est-ce que c'est finalement un mentoring sur une typologie, on va dire, ou une thématique bien particulière? Comment vous positionnez la différence entre coaching, mentoring? Ça se trouve, ça peut être la même chose, hein, mais c'est vrai que c'est une question que beaucoup de réseaux se posent. Oui, effectivement, outre la la terminologie, c'est vrai que pour nous, coaching, c'est plus vraiment un accompagnement one to one avec, des gens de notre équipe ou des partenaires. Ok. Voilà, donc ça, c'est vraiment le choix qu'on a fait d'avoir quelque part, une notion très professionnelle, alors que la notion de parrainage ou mentorat, Mmh. mentoring, lui, se veut plus comme un échange, plus, Mmh. alors je vais pas dire informel, mais en tout cas, plus convivial ou avenant, sur, des expertises données, alors que ce soit de façon ponctuelle ou, sur un accompagnement un peu plus long aussi. Mais c'est vrai que là, on remarque assez souvent que, les gens n'ont pas forcément alors soit une capacité ou soit l'envie ou tout simplement, voilà la possibilité de se dire: OK, là, je vais vraiment, jouer le coach pour quelqu'un». Ouais. Là, c'est là où souvent on doit reprendre la main parce qu'après ils ont, ben, c'est normal, ils ont leur vision du métier, leur vision du domaine d'activité à leur échelle, et c'est vrai que peut-être sur des questions qui peuvent être très typées, là, la personne, voilà, a besoin à ce qu'on revienne sur elle. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, je Mmh. dirais coaching, c'est plutôt, cette notion de, vraiment, accompagnement presque professionnel qu'en tout cas nous et nos partenaires peuvent fournir et la notion de mentoring, c'est plus un partage, de bonnes pratiques. Voilà. Ok, merci. Sibylle, je crois que vous souhaitiez justement interagir. Je vous écoute. Oui, On vous alors, écoute. pour nous, il y a vraiment 3 terminologies différentes. Le coaching à Dauphine Alumni, il est vraiment, dispensé par des coachs certifiés, labellisés par des DRH et pour l'instant, c'est du coaching qui est fait pour nos alumni, puisque pour Mmh. les étudiants, il y a à peu près la même, structure qui est mise en place par Dauphine et donc c'est Dauphine qui est vraiment en charge, l'université est en charge, de cet accompagnement pour les étudiants. Ensuite, le mentoring, c'est une relation, dans la durée puisque c'est à peu près sur l'année universitaire, hein, grosso modo, un petit peu moins parce qu'on le lance vers octobre-novembre et ça va jusqu'à l'été. On précise bien aux étudiants quand ils s'inscrivent que c'est en aucun cas pour trouver un stage parce qu'on veut pas que les mentors soient pris un peu au piège et qu'ils aient l'impression en acceptant d'être mentor qu'automatiquement ils doivent délivrer un stage. Tant mieux si ça peut, donner un stage aux étudiants, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que l'étudiant puisse se poser ses questions en matière d'insertion professionnelle, de choix de métier, de choix d'orientation, même de master, à des alumni qui ont de l'expérience et qui pourront, donc faire cette transmission d'expérience qui est absolument indispensable en complément de l'enseignement académique, délivré à Dauphine. Ensuite, on a également pour les étudiants, et ça c'est encore différent, des entretiens, enfin un programme de speed meeting. Donc là, c'est vraiment très court, c'est one shot et c'est des alumni de différents métiers qui acceptent de consacrer, on va dire, 4 fois ou 5 fois un quart d'heure à des étudiants. Ça se faisait en présentiel à Dauphine, mais on pourra envisager de le faire effectivement à distance si la crise ne se résout pas rapidement. Et là, c'est vraiment très court. Ça n'a pas du tout la même visée que le mentoring, mais disons que ça peut permettre, aux étudiants d'avoir, quelques réponses à leurs questions, instantanément, on va dire. Bah, pour rebondir, alors il y a eu un point justement qui était très intéressant. Sibylle, vous avez indiqué
OK, entre guillemets, on éduque, si je puis dire, les étudiants à faire en sorte que s'ils rentrent dans le programme de mentoring, c'est pas pour aller chercher un stage et inversement, le mentor ne se sent pas obligé de donner un stage directement. C'est dans les bonnes pratiques justement qu'on pousse, c'est vraiment essayer de créer une charte d'utilisation. Alors je Ouais. sais que justement l'Université de Strasbourg et Dauphine Alumni le proposent, c'est-à-dire que lorsque il y a une démarche de l'utilisateur qui rentre dans cette notion de mentoring, il doit valider une charte avec des bonnes pratiques, avec des conditions pour justement déjà un minimum border et rendre encore plus professionnel le service que vous proposez. Et ça, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé tous les quatre sur quelles sont les choses absolument à faire quand on rentre dans un programme de mentoring. Ça va être répondre de manière le plus rapide possible à son mentee ou inversement, c'est éviter de demander forcément un stage. Ça va être utiliser les bons moyens de communication. Ça va être tous ces éléments qui vont faire qu'on rentre sur quelque chose de qualitatif et non quantitatif. Justement, sur ce point, je voudrais aborder aussi une phase du mentoring qui est importante, c'est la constitution des binômes. Parce que jusqu'à maintenant, la constitution des binômes, elle se faisait manuellement, en fait, c'est-à-dire qu'on demandait aux mentors à peu près leur profil, on demandait aux étudiants quels étaient les secteurs d'activité qui les intéressaient, et finalement, si on demandait trop de précision, on avait trop d'étudiants qui voulaient tous travailler alors dans le luxe, dans la banque, en ONG, etc. Et quand on leur affectait un mentor qui n'était pas pile dans l'ONG ou ils comprenaient pas, et du coup en fait il faut beaucoup les accompagner. J'en parle au passé parce que c'était comme ça qu'on fonctionnait avant. Donc en fait il fallait bien expliquer à l'étudiant qu'effectivement c'était pas pour un stage et c'était pas forcément dans un secteur. Voilà, c'était un accompagnement indépendamment de la profession peut-être du mentor. Voilà. Ok. Après, ça va dépendre, c'est pareil, la manière dont la brique mentoring est orientée. Il y en a qui l'axent très insertion professionnelle, et dans ce cas-là, ça aura peut-être du sens. Accompagner, ça peut être une thématique, trouver mon stage, ça peut être trouver mon premier emploi. Mais en effet, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Un service supplémentaire, ok. Julien, justement, ça c'est un point important qu'on voulait développer, c'était le point numéro 2. Service supplémentaire, oui, mais je pense que c'est clairement un service central et surtout un véritable service qui permet d'engager la communauté, surtout actuellement avec justement des gens éclatés aux quatre coins de la France et confinés chez eux. Oui, tout à fait. Ça permettait c'est vertueux à plusieurs égards. Le premier, c'est que, de notre point de vue sur la plateforme, un service de mentoring, s'il est effectué en ligne, il nécessite une mise à jour des données utilisateurs. C'est-à-dire qu'une personne qui vient chercher un mentor ou un mentoré va nécessairement indiquer un petit peu quels sont ses points forts, quelles sont les spécificités de son profil. Donc, ce qu'on a pu observer, nous, Baptiste, sur les réseaux qu'on chapeaute et où on voit un programme mentoring mis en place, c'est que quelqu'un qui s'inscrit dans ce programme met déjà toutes ces données très régulièrement à jour. Le deuxième point, et ça je pense que Dauphine et l'Université de Strasbourg pour nous en dire plus, mais ça permet également aux administrateurs de réseau d'identifier des ambassadeurs, c'est-à-dire les personnes les plus engagées et qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps et de leur énergie justement dans la réussite de ces programmes mentoring. La question, elle était donc sur cette question de service supplémentaire, voire central, c'est comment est-ce qu'on peut le promouvoir auprès justement des publics, et ça répond un petit peu aux questions qui ont été posées juste avant. Donc peut-être pour Sybille et Béatrice. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant. Quand on a mis en place ce programme, je voyais bien l'intérêt pour les étudiants, évidemment. J'avais pas du tout conscience je comprenais que les alumni voulaient un peu rendre à Dauphine ce que Dauphine lui avait donné et transmettre, aider les jeunes, etc. En revanche, ce qui a été très intéressant, on faisait pour lancer la saison une soirée où on faisait témoigner, de fil en aiguille, on fait témoigner des binômes des années précédentes auprès des étudiants et des alumni qui se sont portés volontaires dans le programme. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les alumni, unanimement, tous ceux qui ont témoigné, disent qu'ils y sont allés pour rendre service et qu'en fait, ça leur a énormément apporté. Et du coup, ça vraiment, je trouve que c'est une belle relation. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, au départ, ils consacrent du temps bénévolement
c'est important d'insister sur bénévolement, à des étudiants pour les accompagner. Et en réalité, les étudiants, qui sont curieux, qui sont créatifs, qui, posent des tas de questions, qui poussent un peu le mentor dans ses retranchements, non seulement le mentor, on s'est rendu compte que chaque alumni qui a voulu s'inscrire comme mentor, une année, pratiquement, sauf être, ne pas avoir de temps, va rempiler l'année suivante. Et on a même des mentors qui sont prêts à prendre 2 ou 3 étudiants, en dans le pro dans en mentoré, si vous voulez, parce ils se sentent vraiment utiles. Voilà, donc on permet aux mentors d'avoir jusqu'à 3 mentorés. En revanche, l'étudiant ne peut avoir qu'un seul Ouais. mentor. Donc, vous passez justement par le témoignage, Oui, d'anciens binômes pour en tout cas, asseoir, le programme de mentoring, et le promouvoir, au sein à la fois de l'université et au niveau de l'association aussi. tout à fait. OK. Côté Université de Strasbourg, vous fonctionnez comment justement? Est-ce que vous avez fait, alors des affiches? Est-ce que vous avez fait de la newsletter? Comment vous avez fonctionné pour promouvoir ce service et pour avoir un maximum de mentors et de mentorés? Parce que l'idée, c'est toujours d'avoir un équilibre entre les 2 balances. Alors effectivement, on a choisi cette, événementialisation, comme je vous disais, autour du Mmh. mois du parrainage en ce novembre 2020, peut-être pour marquer le coup pour, le démarrage. Après, bien sûr, il sera à pérenniser, mais c'est vrai que là, l'intérêt d'avoir à la fois des rendez-vous voilà, une mise en avant par les rendez-vous virtuels et par le service en ligne amélioré qui est disponible. Ça donne toujours un petit coup d'éclat, on va dire, en termes de com, bien sûr, ça met l'accent. On a valorisé ça sur l'ensemble de nos supports, que ce soit newsletter, réseaux sociaux, une petite campagne payante aussi sur LinkedIn qui a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, c'est plutôt, un peu ce côté, événementialisant, pour la presse aussi, ça Mmh. c'est relativement parlant de se dire: «Ah voilà, on joue un gros coup, une fois». Après ça n'empêchera pas bien entendu de devoir le pérenniser et de l'inclure, j'ai presque envie de dire, par défaut dans l'ensemble de nos communications. Parce que comme vous le pointiez du doigt Julien, ce qui est important aussi, c'est après, la qualité des gens qui sont Mmh. derrière et pour ça, c'est une base de données à jour et cet éternel défi de ce que les gens mettent à jour leurs compétences, leurs données, leurs coordonnées, donc tout ça, c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre et je pense qu'à juste titre, comme le dit Sibylle, c'est ça aussi qui est engageant ensuite, à la fois pour, le filleul, ou le parrain, marraine, parce que, il y a vraiment à gagner des 2 côtés et bien souvent on rejoint un réseau alumni, peut-être parfois de façon un peu passive, en se disant: «Allez, je m'inscris comme ça je suis dessus et puis Mmh. j'attends de voir, ce que ça donnera» et là vraiment de pouvoir les encourager, les pousser vers quelque chose de tangible et de plutôt, efficace et valorisant aussi pour les 2 parties, ça fait vraiment la différence. C'est vrai que le côté, données, en tout cas l'enrichissement des données, via le mentoring, c'est quelque chose qui marche très, très bien. C'est ce qu'on disait, d'ailleurs lors d'un webinar, qu'on a fait avec notre partenaire Nomination. On indiquait que les coordonnées, en gros, d'un utilisateur, 1/3 des données deviennent, obsolètes au bout de 2 ans. Donc c'est vrai que si vous avez, des programmes de mentoring qui sont constants, ça permet justement de réduire, cette obsolescence des données et surtout, ça permet de valoriser les ambassadeurs et surtout de valoriser le mentor. On s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'alumni qui ne pensaient pas être mentors. On a eu pas mal de témoignages qui nous ont dit, bah, en fait, je comprends pas, j'ai eu plusieurs étudiants, voire même beaucoup trop d'étudiants qui m'ont demandé, alors qu'ils estiment, ils sont inscrits au programme de mentoring parce qu'ils estiment qu'après 10 ans d'expérience, ils ont envie de redonner. C'est exactement ce que Cyril disait, ou encore Evelyne. Et après, derrière, en fait, ils s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de demandes. Et c'est là où ça permet de les valoriser. Ils sont contents. Et donc, derrière, à partir du moment où vous avez valorisé un mentor en disant, bah, lui, il est en plein dedans, il sent appartenir à la communauté et donc il va vouloir être encore plus engagé dans la communauté. Donc, c'est un vrai cercle vertueux. Au niveau des communications, vous avez parlé de LinkedIn. Donc, c'est de la publicité payante que vous avez faite sur LinkedIn. Vous avez ciblé sur tous les anciens qui ont fait l'université de Strasbourg. Comment vous avez ciblé, justement? Justement, oui, effectivement. Alors, c'est aussi, hein, quand je disais l'occasion, d'événementialiser, c'est parfois aussi de dédier un petit budget qui permet d'aller un peu plus Mmh. loin que ce qu'on fait d'habitude. Donc effectivement, sur cette campagne LinkedIn, c'était, le principe d'aller sur, l'ensemble des membres ayant indiqué avoir, une appartenance à l'université de Strasbourg et de leur, pusher simplement, une communication, sponsorisée donc
en carrousel d'images, voilà, qui parlait de toute cette notion de parrainage et de rendez-vous virtuels et de services améliorés en ligne. C'est vrai que ça fait un peu la différence aussi. On est resté mondial, ce qui est quand même pas mal aussi, parce que c'est vrai qu'on le dit peut-être pas assez, mais bien souvent sur un parcours, la notion d'international est importante et de savoir que voilà, numériquement, on est à travers les frontières, ça aide aussi. Et puis ça, bien souvent, les personnalités plus lointaines, entre guillemets, sont presque plus engagées. Donc c'est aussi l'occasion de les faire revenir par ce biais-là. J'ai une question, je vais essayer de voir si je peux donner en tout cas la parole à Mathieu Mioche, qui a posé une question qui était assez pertinente, qui justement demandait hop, je vais voir si Mathieu, est-ce que vous pouvez parler ou pas? Ah oui, je peux. Ah bah parfait. Bah, je vous laisse la parole. Vous avez posé la question justement par rapport à tout ce qui est apprentissage. Est-ce que le corps académique des différentes universités respectives contribue à ces programmes-là? Alors je pense que la réponse est oui, mais est-ce que justement, bah, je vous laisse poser un peu la question et voir le fond du sujet. Bah, la question, comme je l'ai posée, elle a le mérite d'être claire. Après, effectivement, voilà, où est la limite? Parce que effectivement, quand on a le corps académique qui peut accompagner effectivement la promotion d'un programme de mentorat auprès des alumni, bien entendu. Voilà. Après, c'est effectivement de juger quelle est la bonne balance entre, bah, effectivement, bah, qu'est-ce qu'un professeur et qu'est-ce qu'un mentor. Voilà, parce que effectivement. Les sessions de mentorat, quand elles sont bien faites et sachant que un mentor et un mentee, pour que ça match, il faut qu'ils viennent effectivement principalement du même secteur, ce qui est en fait la grosse différence avec le coaching. Ok, je pense que voilà, c'est intéressant. Et justement, ma question, c'était de voir comment les universités de Strasbourg et Dauphine, voilà, engagent effectivement leur corps académique, voilà, à devenir effectivement aussi des mentors, qui pour moi a quand même voilà une corrélation avec bah, le métier de professeur tout simplement. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réagir? Oui, pour être tout à fait honnête avec nous, on n'associe pas du tout le corps académique à notre programme, puisqu'on arrive en complément en fait de ce qui est dispensé à Dauphine. À Dauphine, il y a dans les masters des sessions de coaching ou mentoring. Il y a des after-work qui sont organisés par les masters. On a plus de 90 spécialités de masters qui fonctionnent un petit peu indépendamment les unes des autres. Nous, notre objectif, c'est d'arriver vraiment en complément. Donc évidemment, je suis d'accord avec vous, le directeur de master ou l'enseignant aura un rôle de mentor, mais sur des questions peut-être plus académiques de savoir. Et notre alumni arrivera, lui, vraiment avec une expérience sur le terrain, une expérience professionnelle qui arrivera en complément, pour moi, de cet apprentissage académique. Et pour notre part, à l'Université de Strasbourg, c'est que notre programme de parrainage, il est ouvert aux diplômés aussi. Donc les alumni qui sont déjà dans leur poste, ils peuvent revenir à l'université pour bénéficier d'un accompagnement. C'est pas spécifiquement que pour les étudiants. Donc même lors de nos soirées parrainage, on a pas mal des diplômés qui sont sortis de l'université et qui sont revenus à l'université à travers le réseau alumni pour en bénéficier. Et pour compléter, bah, Evelyne, oui, justement. Justement pour rebondir par rapport à la question. Alors, outre le fait que parfois, effectivement, même des personnels aient envie, au-delà de leurs heures de travail, voilà, d'apporter un peu de leur savoir, ça c'est une première chose. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans votre question, c'est toute cette notion presque d'éducation à essayer de faire un petit peu du parrain et du filleul, parce que même s'il y a cette spontanéité et cette juste partage d'expérience à juste titre qui est passionnant, on a quand même mis en place un petit guide entre guillemets de questions types. Parce que c'est vrai que toujours dans cette volonté de démocratisation, on a quand même senti que parfois il y a des gens qui avaient envie, mais qui savaient pas trop comment s'y prendre. Donc toujours, je reviens sur cette notion d'oser. Donc leur donner quelques petites questions types autour de quoi peut tourner les premières conversations ou les premières présentations. Ça, c'est vrai que ça aide aussi à ce que les personnes se sentent plus à l'aise pour franchir le cap. Il y a une question qui a été posée aussi également par Nelly. Comment se constituent les binômes concrètement? Alors, je vais apporter une première partie de réponse et puis après, bah, s'il y a l'un d'entre vous qui veut témoigner. Il y a une première partie qui va être justement, alors là, pour le coup, on est vraiment sur du matching informatique, si je puis dire.
C'est-à-dire que l'utilisateur, qu'il soit étudiant ou alumni, va renseigner ce qu'il recherche d'une part et ce qu'il souhaite être. Est-ce qu'il souhaite être mentoré, est-ce qu'il souhaite être plutôt mentor. À partir de là, on va lui faire passer une série de 5 étapes sur ses préférences, sur les compétences recherchées, sur le secteur d'activité. Ça a été un sujet qui a été abordé, sur la géolocalisation, sur les moyens aussi de communication, etc. Et à partir du moment où il a renseigné ses préférences, un algorithme va tourner sur la totalité de la base de données et sur bien sûr les différents mentors, et on va lui suggérer un certain nombre de mentors. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va lui suggérer un certain nombre de mentors par rapport à certaines thématiques. C'est-à-dire que y en a qui vont plus orienter leur recherche de mentors par rapport au même parcours académique, d'autres qui vont être plus par rapport au même secteur. Ce que Sybille disait justement, le côté secteur peut être de temps en temps très important pour un étudiant ou un alumni. Et donc c'est lui qui va s'orienter par rapport à ses mentors. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'ils vont pouvoir se matcher, entre guillemets, et se trouver. L'autre chose, aussi simple que ça, hein, ça va être également le mentor qui, lui, va faire une demande en disant, OK, on s'est croisé à une soirée, est-ce que ça te tente que je t'accompagne pendant 6 mois ou un an? Et il y a historiquement, ce que Sybille et ce que d'autres programmes faisaient aussi, il y a aussi du matching manuel, hein, c'est-à-dire, OK, je sais que cette personne-là va correspondre parfaitement à ce profil-là. Rien ne vous empêche, vous, en tant qu'administrateur, de les matcher, on va dire, manuellement. Et dans ce cas-là, ils continuent leur vie tous les deux, mais c'est aussi un travail, et ça demande quand même, je pense, pas mal de temps, si je dis pas de bêtises. Ouais, et effectivement, ça nécessite beaucoup de temps. Et je rebondis sur ce que vient de dire Baptiste. Lors des soirées parrainage, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des fiches parrain, marraine. En fait, c'est des fiches avec les informations majeures qu'on veut en fait afficher présenter aux étudiants. Et c'est nom, prénom, poste et compétences. Et c'est voilà. Ces points principaux là, et après en fait on les affichait dans la salle, dans le hall, là on organise l'événement, et c'est aussi aux étudiants de venir et de les consulter et de s'orienter vers le parrain ou la marraine qu'ils souhaitent rencontrer. Alors, effectivement, oui. pour compléter, juste avant que je parte, c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est quelque part dans le suivi de ce mentoring-là, alors à la fois garder notre position parce que c'est un service qu'on offre, et quelque part, à un moment donné, il faut savoir lâcher parce que voilà, ils vivent leur relation, et on n'a pas forcément à avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais par contre, ce qui est quand même important, c'est à un moment d'avoir une notion de satisfaction ou d'insatisfaction pour réussir à prendre le pouls de ça, à peut-être le réorienter quand besoin est. Et c'est vrai que pour ça, alors autant en réel, on faisait des enquêtes. Là, maintenant, sur la nouvelle formule, pareil, on va essayer de poursuivre cette notion de sondage, qui peut aussi passer par du phoning à un certain moment, notamment si voilà, il y a si le contrat entre guillemets n'est pas rempli entre les deux ou a été mal compris, d'essayer de réajuster les choses. Mais c'est vrai que ça peut être gourmand en temps, mais par contre essentiel par rapport à notre mission. Je m'excuse, il va vraiment falloir que je quitte cette séance qui est extrêmement intéressante. N'hésitez pas à me recontacter directement par email si vous le souhaitez, et encore très bonne intervention à l'ensemble des participants et intervenants. Bon après-midi à vous. Merci Evelyne. Merci beaucoup Evelyne. Il y a une autre À bientôt. Il y a une autre question qui a été posée. Comment suivre ces relations versus la promesse de départ? Alors, c'est un très bon point. Alors, il y a eu une partie qui a été déjà répondue. Mais ce qui est important, c'est d'avoir aussi une vision claire de est-ce qu'il y a des échanges qui se réalisent entre le mentor et le mentoré. Vous pourrez malheureusement pas tout traquer. S'ils le font en dehors, en offline ou au téléphone, vous ne pourrez pas traquer. Mais je pense que les enquêtes de satisfaction, c'est important. Il y a une notion aussi de notification à la fin qui est envoyée au mentor, mentoré, lorsqu'il y a une temporalité et une durée de mentoring, qui va lui dire, OK, comment ça s'est déroulé. Il faut sentir un peu le pouls. C'est important pour justement réajuster. Et surtout, vous êtes censé alors être l'arbitre aussi également. C'est-à-dire que c'est vous qui allez de temps en temps appuyer sur un mentor ou un mentoré parce que vous sentez qu'ils ne sont pas très impliqués. Alors rien ne vous empêche de lui passer un coup de fil. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a eu qu'un seul échange entre un mentor et un mentoré en 6 mois, c'est identifié au sein d'Almforce. Vous avez juste à passer un petit coup de fil, ça va prendre un peu de temps, mais c'est important de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que ça se fait en dehors? Et dans ce cas-là, très bien, le contrat est réalisé. Ou alors, c'est juste qu'ils ont un manque de temps, et dans ce cas-là, le mentor sort un peu du programme.
Et ça, si je peux me permettre, c'est un Ouais. accompagnement qui est absolument indispensable et je vais laisser Ouais. Béatrice prendre la parole parce que c'est vraiment elle qui est aux manettes. On ne peut pas, l'outil ne fera pas tout. Non. C'est-à-dire que là, d'abord, nous avant, on faisait tout manuellement, Béatrice pourra en reparler, mais on a acquis cet outil cette année. De toute façon, il faut un suivi et il faut faire ces enquêtes de satisfaction et il faut pouvoir intervenir, si on se rend compte que, soit un mentor, soit un mentoré ne joue pas le jeu. C'est fondamental puisque nous, notre réputation est en jeu aussi, hein. Oui, alors pour rebondir là-dessus, effectivement, on fait d'habitude toujours une enquête de satisfaction à mi-parcours, donc en général en janvier-février, pour pouvoir recadrer éventuellement des mentors qui n'auraient pas répondu, des étudiants. Enfin, on aimerait d'ailleurs qu'ils nous préviennent avant, les étudiants, ou que des étudiants n'ont plus donné suite. Et puis en fait, après, on fait une enquête de satisfaction à la fin, bien sûr, pour savoir si il y a des choses à améliorer. Et en général, nous qui faisions jusqu'à maintenant ces binômes manuellement, lors des enquêtes de satisfaction, à la fin, on disait mais pourquoi vous n'avez pas justement une plateforme qui fait en sorte que les gens se choisissent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est très content d'avoir cette plateforme cette année. Ok. On a Alors, je vois, il y a eu deux questions. Est-ce qu'on va, on va peut-être juste dérouler le point numéro 3 et puis après, justement, on reviendra, Mathieu et Sandrine, justement, on va revenir sur ces questions. Il y a Simon aussi qui avait une question, mais là, il faut qu'on déroule, mais on reviendra sur ces 3 points. Ouais. Ça pourra faire sens et y répondre en plus dans le cadre de ce point 3 justement. Donc justement sur cette notion de parrainage mentoring, bon c'est un concept en vogue, mais au potentiel important également. Donc en vogue parce que bon le mentoring ou le parrainage c'est un concept relativement ancien, mais qui trouve un nouveau souffle. On peut notamment l'identifier aujourd'hui en entreprise. Le concept du mentoring en entreprise est quelque chose de, en tout cas la marque employeur la travaille de plus en plus. Nous, ce qu'on identifie également, et on l'a un petit peu abordé à travers les questions qu'ont amené les participants, c'est que cette question de mentoring, elle touche l'ensemble des générations et des populations qui constituent vos communautés. Donc il y a des développements d'approches de mentoring qui sont différentes. On a parlé tout à l'heure de mentorat inversé ou de reverse mentoring pour concerner l'ensemble justement des populations de votre communauté, c'est-à-dire voilà des moins expérimentés qui vont donner des conseils ou qui vont mentorer des plus expérimentés. Et également, ce côté virtuellement en mentoring, le développement de services en ligne pour digitaliser le suivi de ces relations-là. La question qui était à apporter ici, c'est justement quels sont les objectifs de déploiement de votre politique de mentoring au sein de vos programmes. Et je pose tout d'abord la question à Dauphine. Ou à Sybille ou à Béatrice. Ouais. Je pensais que Béatrice allait prendre le relais. Donc, l'objectif de déploiement de ce programme, l'objectif c'est de jouer à plein notre rôle. On doit avoir un rôle de solidarité, on doit avoir un rôle d'accompagnement. En fait, nous, si vous voulez, nos trois leitmotifs à Dauphine Alumni, c'est animer, rassembler, aider. Bon, d'abord, rassembler, animer, aider. Donc, rassembler, c'est de faire revenir un maximum d'alumni dans le giron. Et ça peut être un moyen, parce que les alumni sont très demandeurs de relations avec les étudiants. C'est animer, voilà, typiquement, c'est une forme d'animation et de solidarité puisqu'on est là pour aider. Et c'est pour ça qu'on a développé cette année d'ailleurs le programme mentoring alumni par alumni, puisque on a pas mal d'alumni qui nous ont les années précédentes dit nous on veut bien être mentor, mais on aimerait bien être mentoré aussi. Il y a des moments dans notre parcours professionnel où on aimerait bien bénéficier de conseils, d'accompagnement d'alumni un peu plus expérimentés ou qui sont passés par les mêmes phases. Donc là, on vient juste de le lancer, donc on n'a pas de retour, mais je pense que c'est pour nous, c'est l'essence même de notre existence, hein, c'est de solidarité et animation du réseau. Et il y a un point important justement, est-ce que vous avez une idée des chiffres clés qui feraient que pour vous le programme de mentoring est une vraie réussite? Il y en a qui parlent de satisfaction, je pense que c'est primordial. Il y en a qui parlent de quantité, c'est-à-dire qu'ils vont dire ok, moi j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait tant de couples. Il y en a d'autres qui vont dire moi en fait j'ai actuellement 800 mentors, mais derrière on ne sait pas combien de mentorés ils ont. Donc est-ce qu'il y a des chiffres clés sur lesquels vous vous basez réellement pour voir la réussite ou non des différents programmes de mentoring, voire même d'ailleurs les différentes typologies thématiques.
Il y en a qui, je vois certains établissements, notamment aux États-Unis, qui ont une liste à l'après-vert du nombre des thématiques de mentoring. Mais résultat, ça dessert le programme, le mentoring, parce que on arrive sur des niches et donc on n'a pas assez de mentors ni assez de mentorés. Est-ce que vous vous êtes posé cette question justement sur les chiffres, en tout cas le ROI attendu Pour ce qui est de Dauphine à lui, on est absolument l'objectif, c'est pas de faire du quantitatif, hein. Ouais, C'est ok. pas plus on a de mentors ou plus on a de binômes, mais plus on sera content. C'est absolument pas le sujet. À mon avis, c'est plutôt, d'essayer de faire un maximum de qualitatif. Et même si on a que admettons qu'on ait que 100 binômes, nous, ce qui nous intéresse, c'est lors de l'enquête de satisfaction d'avoir des étudiants qui en ont vraiment retiré quelque chose et des alumni qui ont envie de recommencer l'année suivante parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir été utiles. Moi, ça m'est égal qu'on ait 100 binômes ou 200 ou 300. Ouais. Là, ce qui est important, c'est que ça fonctionne et que ceux qui ont été mentorés, encore une fois, en aient retiré quelque chose. Beaucoup plus que des enfin, moi, j'ai pas besoin d'avoir des stats. Mhm. Si cette année, par exemple, on a moins de binômes que l'année dernière, je considérerais pas du tout que c'est un échec. On Il faut juste qu'on puisse apporter cette solution à des étudiants qui en ont besoin ou bien après, maintenant, Ouais. à des alumni qui en ont besoin. Ok. Je confirme cette notion de qualité plutôt que de la quantité. Ce qu'on a remarqué à l'université de Strasbourg, c'est que au départ en fait de programme de parrainage, en fait, on l'ouvrait vraiment à tout le monde et en fait on n'intervient pas s'il y a un problème ou quelque chose comme ça parce qu'on visait éventuellement de construire plus de binômes. Mais à ce moment-là, en fait, on perd le contrôle, en fait. On perd le contrôle et on perd de qualité. On maîtrise pas, en fait, s'il y a il y a un bon échange, si la mise en relation a bien fonctionné ou pas. Donc après, on a basculé totalement vers plutôt de la qualité et faire des petits groupes, hein, pour revenir avec des chiffres clés. C'est que nous, on a organisé 13 soirées parrainage. Et du coup, c'est à chaque fois, c'est 40, 50 parrains qui Sont présents. voilà, qui sont présents et Moi, je pourrais. Ouais. ouais. Je voudrais juste dire, pour répondre à une question qui avait été posée, pourquoi à Dauphine Alumni, il y avait effectivement que 100 binômes sur 15 000 diplômés. D'abord, en fait, la demande de mentoring, elle vient de l'étudiant. Donc, en fait, pourquoi il y en a eu 100, c'est parce qu'il y a eu 100 étudiants qui sont venus nous voir. Voilà. Donc, je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'alumni mentors, mais il faut que l'étudiant, il ait un peu soif de ça. C'est-à-dire que nous, ce qui compte, c'est d'avoir des étudiants motivés parce que il y a rien de pire qu'en fin d'année, vous avez un mentor qui vous dit, l'étudiant, il est venu me voir, mais je sais vraiment pas pourquoi il est venu me voir, il n'était pas motivé. Donc, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de travailler sur la motivation de l'étudiant, je pense. Enfin, je parle d'étudiants parce qu'on n'a pas encore développé alumni, on ne le vit pas. Mais je pense qu'ils seront plus motivés, les alumni. Mais les étudiants, il faut vraiment qu'ils soient motivés. D'où ce qui peut sembler comme être un petit nombre de binômes. Okay. Ouais, c'est vrai que je pense que on est tous d'accord que le côté qualitatif prime sur le côté quantitatif. Faut qu'il y ait une véritable balance, justement, comme je disais un peu au départ, entre mentor et mentoré. C'est bien d'avoir 800 mentors, mais si les personnes qui justement sont prêtes à donner du temps n'arrivent pas à donner leur temps, ils vont se décourager et donc ils vont plus devenir mentors. Tout comme l'inverse, et d'ailleurs c'est lié à une question qui a été posée, c'est la différence d'implication d'un mentor à l'autre peut être assez mal vécue par les mentorés. Et inversement d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire, c'est ce que justement témoignaient Zine, Béatrice ou encore Sybille, les retours d'expérience et les conseils pour éviter ce type d'écueil. Je pense que le premier, en tout cas, conseil que je dirais, c'est ce que je disais au départ, c'est créer une charte, une véritable charte dans laquelle vous engagez la personne. Le fait que la personne précise je valide la charte d'acceptation du mentoring, c'est quelque chose qui rend encore plus fort l'adhésion à ce type de service. Après, il y a un deuxième point aussi, et là c'est vous, entre guillemets, en tant qu'animateur, qui êtes censé aussi voir et suivre la qualité. C'est-à-dire qu'en effet, un mentor, peut-être qu'il va avoir du temps disponible pendant 2-3 mois, mais derrière, s'il est en intercontrat et que dans 3 mois, il n'est plus là, c'est assurez-vous quand quelqu'un précise qu'il est mentor et vous vous rendez compte qu'il est un peu de temps en temps oui, de temps en temps non, assurez-vous de votre côté qu'il soit réellement disposé à accompagner dans une durée un peu plus large.
De même qu'on va pas privilégier les étudiants qui ont un échange Erasmus de 6 mois. On va d'abord privilégier les étudiantes qui seront présents 1 an à Paris, donc plutôt des master 1 parce que nous c'est surtout en licence qui partent faire leurs 6 mois d'échange. Ou alors, et Béatrice a déjà fait, elle a constitué des binômes à New York avec À l'étranger. de notre chapter et les étudiants qui vont là-bas. Mais il faut s'assurer quand même évidemment non seulement de la disponibilité du mentor, mais aussi de la présence de l'étudiant. Donc, je complète aussi ce que tout ça en fait, ce que c'est les petites pistes en fait pour améliorer le parrainage. En fait, ça nécessite aussi une charge de travail énorme en fait des établissements, des universités, ou notamment notre cadre de notre service de alumni. Donc nous sommes actuellement 6 personnes à plein temps sur cette question-là de parrainage et de mise en relation entre parrain, filleul, marraine, filleule. Voilà. Et aussi, faut pas hésiter à prendre son téléphone et d'appeler un parrain et ou qu'on a une demande en fait d'étudiant qui nous dit j'arrive pas à trouver un parrain qui peut convenir à ce que je cherche, de prendre le téléphone et d'appeler le filleul, comprendre son besoin et d'essayer de lui trouver un parrain et de les mettre en relation. Et je trouve ça c'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne pratique, c'est-à-dire que l'humain primera toujours sur entre guillemets l'informatique. L'informatique, ça n'est qu'un moyen, un facilitateur et un facilitateur. Après derrière, si en plus vous rajoutez le côté humain, pour moi c'est un programme de mentoring qui est véritablement pérenne et professionnel. Il y a une question qui a été posée pour Dauphine, pour le coup, sur les 100 mentors, combien rempilent en moyenne par rapport au programme depuis 2014, je crois. Moi, je dirais entre 80 et 90%. Ouais, donc c'est bien. Rempilent, et en plus, en fait, certains en fait en ont parlé dans leur entreprise. Il y en a notamment, je pense à une grosse entreprise où ils ont découvert qu'ils avaient plein d'alumni dans l'entreprise. Donc du coup, maintenant chaque année, cette entreprise, qui est un grand constructeur automobile, nous propose un groupe de mentors, voilà, parce que ce sont des anciens Dauphine et voilà, ils se motivent pour être mentors ensemble. Oui, donc on rentre vraiment dans une démarche presque de marque employeur, là, apparemment. Oui. Et ce que dit Béatrice, c'est que je pense que la raison pour laquelle le mentor ne continuera pas, c'est parce que soit il aura une charge de travail trop importante, soit il partira à l'étranger. Mais pour répondre à la question qui est posée, je pense que pratiquement tous les mentors qui s'y sont essayés remplissent l'année suivante, avec beaucoup de satisfaction pour beaucoup d'entre eux. Et c'est vrai qu'en plus, là, maintenant, on a des entreprises qui viennent carrément avec un lot d'alumni, et ce qui est très sympa d'ailleurs, parce que du coup, ça nous permet d'élargir. Et aussi, pour l'Université de Strasbourg, nous, on est arrivé aussi à un stade que des filleuls, qui étaient dits étudiants lors de leur participation à l'Université de Strasbourg, ils sont redevenus des parrains. C'est redevenu en parrain. Donc aussi, ça rentre aussi dans le cercle, parce qu'un étudiant bénéficie du parrainage, il sort dans le monde professionnel et il revient à l'université pour aider un autre étudiant. Donc voilà, ça aussi c'est intéressant, et ça aussi faut que ça rentre en fait dans la logique dans la politique en fait de mise en place d'un service de parrainage. Alors, il y a une question, et après je pense qu'on va bientôt conclure parce qu'on arrive bientôt à 7h, mais il y a une question de Nelly, peut-on avoir des modèles de chartes Dauphine, Strasbourg, etc. pour s'en inspirer? Bah ça, à voir avec Sybille Oudine. Donc si ça vous va, on le mettra à disposition. Permettre, c'est qu'en plus on l'a fait évoluer au fil du temps, parce qu'effectivement au départ on a mis un peu un guide des bonnes pratiques, et en fonction des retours qu'on avait de nos enquêtes de satisfaction, on l'a fait évoluer, donc il n'y a pas de problème, on vous le fera passer. Ok. Nous allons vous contacter. Bon voilà, très bien. Ok. Zine, combien d'étudiants suivez-vous à l'Université de Strasbourg? Alors, pour les soirées parrainage, donc comme je disais, on était une quarantaine de parrains pour 200 étudiants par soirée parrainage, 2 fois par an. Et du coup, après, on a des retours par des enquêtes de satisfaction, mais il n'y a pas de suivi, c'est du one shot. Après, sur le module parrainage en ligne, sur la première version, on était à peu près entre 350 et 400 étudiants permanents tout au long de l'année, quoi. Okay. Oui, donc vous arrivez quand même, enfin on voit que c'est vraiment un concept justement qui est en vogue et qui est
qui devient réellement intergénérationnel. Vous arrivez donc sur une soirée parrainage à avoir 200 étudiants. C'est compliqué d'intégrer des étudiants et surtout de faire en sorte qu'ils soient acteurs. Donc de faire venir 200 étudiants avec une quarantaine, cinquantaine de mentors à chaque fois, je trouve que c'est une belle réussite. Et ben je pense, alors on va continuer, enfin les questions vont continuer à tomber, mais je pense qu'on va pouvoir conclure. Déjà d'une part, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. J'espère qu'en tout cas, et je suis sûr que ça a éclairé pas mal d'entre vous qui ont été présents pendant ce webinaire. Pour petit rappel, donc on a vraiment, je dirais, orienté le webinaire sur 3 points. Le premier, c'est justement le mentoring, c'est un véritable outil d'entraide et de mise en relation qui est un véritable, je dirais, presque ciment pour un réseau communautaire. Si vous voulez fédérer, si vous voulez engager, je pense que le mentoring, c'est primordial. On l'a entendu justement au travers des différents témoignages. C'est aussi un service supplémentaire que vous pouvez proposer, comme le fait Dauphine, pour des adhérents. Ça peut rentrer aussi dans une notion d'adhésion. Et le dernier point, c'est aussi justement quelque chose qui est bien sûr en vogue, mais surtout qui a un potentiel très fort et qui n'est plus devenu, entre guillemets, quelque chose d'élitiste. On est sur quelque chose d'intergénérationnel où des étudiants prennent part, des jeunes diplômés, voire même justement valoriser des étudiants ou des jeunes diplômés qui, eux, accompagnent des personnes qui sont beaucoup plus seniors. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. On parlait du reverse mentoring notamment, accompagner des personnes sur la transformation digitale par des générations Y. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Pour terminer, petit rappel, on a encore un webinar, Julien, qui va se dérouler la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, jeudi prochain. Jeudi prochain, sur une thématique alors qui est pour le coup différente, qui reste quand même toujours dans cette notion de digital, mais qui est sur tout ce qui est dématérialisation des conventions de stage. C'est quelque chose qui est très important et qui commence à prendre de l'ampleur, et donc comment digitaliser ces conventions de stage, comment faire et comment le mettre en place pour être au service aussi et pour pérenniser ces types de communautés avec tout ce qui est historique de stage. Donc ça, je vous invite si vous êtes intéressé à diffuser cette invitation. C'est un webinaire public. Voilà. Sur l'enregistrement, donc ça, c'est Julien qui va mettre à disposition le webinaire. Donc sur notre chaîne YouTube. Il y aura un replay a priori à partir de demain et on l'enverra à l'ensemble des participants de la conférence. On va vous envoyer une enquête de satisfaction, donc à la fin on parlait de qualitatif, donc on a besoin d'avoir vos retours. On compte sur vous pour nous renvoyer un maximum de retours, des remarques, des suggestions, donc n'hésitez pas à répondre à notre enquête de satisfaction. Merci à tous et puis bon jeudi. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.